Alors mon intervention va être un peu différente parce que c'est plus une intervention de recherche et création du coup. Mais voilà, on va voir si j'arrive à un moment donné à reboucler la boucle en verra. En tout cas, ça m'a donné quelques idées. En tout cas, pour commencer, je vais partir dans cette intervention du principe que le profil est un paradigme fondateur du monde contemporain. Alors, services publics, banques, services de streaming ou alors médias sociaux, la plupart des plateformes nécessitent la création d'un profil. Et sa configuration détermine l'accès au contenu. Alors, certains profils arborent l'identité civile de leurs auteurs et d'autres affichent des identités d'emprunt. La psychologue Sherry Turkell a observé dès les années 1990 dans les newsgroups les avantages et les risques liés au fait qu'il est possible dans les réseaux sociaux numériques de vivre d'autres vies que la sienne. Les mêmes réflexions alimentent aujourd'hui les débats autour du ghosting, du trolling, du harcèlement en ligne et de la propagation de fake news. Et en même temps, les lanceurs d'alerte, les militants politiques et autres victimes d'oppression profitent du relatif anonymat que leur procure l'identité d'emprunt pour retrouver sur les plateformes, y compris les plus marchandes, une liberté d'expression perdue. Alors le profil de fiction qui nous intéresse dans une recherche que je mène actuellement avec Sébastien Appiotti. Le profil de fiction est une déclinaison des diverses expérimentations avec l'identité numérique. Nous définissons le profil de fiction comme une narration portée par une identité numérique dont les émanations sont présentées comme littéraires par l'auteur ou perçues comme telles par les lecteurs. Le profil de fiction est d'abord un personnage de fiction, qui partage un certain nombre de caractéristiques avec son ancêtre papier. Mais lorsque le personnage devient profil, pour la première fois dans l'histoire littéraire, il peut s'écrire au fil des événements quotidiens et évoluer en fonction d'eux, interagir de façon instantanée avec ses lecteurs et s'introduire dans les relations sociales tissées au jour le jour, bien au-delà des limites habituellement assignées aux personnages de fiction. Le profil de fiction questionne, à notre avis, l'essence de l'identité numérique, c'est-à-dire son rapport au réel. Alors nous nous intéressons dans cette recherche à la fois au contour de cette identité façonnée par l'auteur, à la perception de ces contours par les lecteurs et aux contours calculés par la plateforme avec ses enjeux économiques et politiques. Alors vous le savez bien, parce qu'on a tous des profils, l'auteur conçoit son personnage, son profil en remplissant des rubriques. Un architecte, emprunt évidemment que vous connaissez à Yves Jeanneret et Emmanuel Souchier. Donc un architecte dont les options guident la pratique et déterminent la forme du texte ainsi que sa disposition sur la page écran de la plateforme. Un processus automatisé transforme ensuite le texte et les images saisies en post, en publication, dont le contenu est hautement surveillé. Il m'est ainsi arrivé que des posts, voire des profils complets, soient supprimés sur Facebook parce qu'ils contrevenaient aux standards de la communauté. Une expérience qui rappelle que le profil de fiction publie toujours chez quelqu'un. Loin d'être des intermédiaires neutres de la création littéraire, les plateformes matérialisent et modélisent les visions du monde de leurs créateurs et propriétaires. Et l'un des objets de notre recherche et de notre recherche et création est de sonder ces visions du monde, là où d'autres méthodes arrivent à leurs limites face aux boîtes noires des réseaux sociaux industriels. Alors, quelles sont les spécificités technosémiotiques du profil de fiction sur les réseaux sociaux industriels? Jusqu'à quel point
Ces spécificités sont-elles prescrites par l'architecte et la structure algorithmique? Et comment le geste créatif de l'auteur s'empare-t-il de ces spécificités? On essaie de répondre à ces questions en analysant des profils de fiction qui nous paraissent représentatifs de l'évolution du genre dans le domaine francophone. Et aujourd'hui, je vais présenter seulement un tout petit pan de cette recherche. Alors, avant d'arriver à des cas d'exemple, j'insiste sur le fait que pour analyser ces profils, nous nous appuyons sur une méthodologie qu'on appelle une sémiotique sociale et qui place au centre de son modèle la notion de filtre interprétatif. On part ainsi de l'hypothèse qu'il est impossible de réduire l'interprétation d'un personnage ou d'un profil de fiction à sa structure textuelle ou à son rôle fonctionnel dans un récit. Donc on part du fait que le personnage n'est pas qu'un être de papier ou de pixels ou de données réductibles aux signes, mais qu'il prend évidemment sens à travers l'acte de lecture. Alors certes, les signes sont toujours articulés par une instance d'énonciation, de sorte qu'un effet soit produit sur le lecteur, mais l'effet n'est jamais précisément le même d'un récepteur à l'autre. La démarche méthodologique que nous élaborons depuis plusieurs années a donc comme objectif de documenter le plus finement possible l'interaction entre les matières textuelles, graphiques, sonores et tactiles articulées sur un support par une instance d'énonciation et les filtres interprétatifs à travers lesquels le sujet perçoit et interprète ces matières. Alors là, à l'écran, j'affiche la couverture d'un ouvrage qui va sortir en septembre aux presses de l'ENSIB et qui est une sorte d'introduction générale à ce qu'on appelle justement, nous, la sémiotique sociale, à la française, si j'ose dire. Voilà. Alors notre définition du filtre interprétatif prend appui sur le concept de l'interprétant chez Peirce. Il y désigne chez Peirce l'instance médiatrice, le point de vue du récepteur relancé par la matérialité des signes. On a parlé tout à l'heure des sciences. Alors, on part du fait qu'une première composante du filtre sont les savoirs culturels. Ces savoirs culturels, c'est un emprunt à Roland Barthes, désignent les connaissances établies en référence à des éléments culturels, historiques, médiatiques ou scientifiques emmagasinés dans la mémoire du lecteur. Agissent deuxièmement dans le filtre interprétatif, ce qu'on appelle avec Peirce cette fois-ci des habitudes de pensée. Des habitudes de pensée forgées par des expériences socialisatrices. L'école, la famille, la classe, la race, le genre, la religion, la génération, la langue, etc. Et notre but est de questionner le rôle des savoirs culturels et des habitudes de pensée dans la sémiose, au même titre que le rôle des frontières matérielles du texte. Et c'est pour ça que je vais basculer dans la présentation des profils, que je vais faire maintenant, des profils de fiction, systématiquement vers le jeu. Voilà. Parce que c'est sur mes propres savoirs culturels et sur mes propres habitudes de pensée que je vais me fonder pour faire l'analyse de ces profils. Alors, après avoir constitué un corpus qui est encore en cours et qui nous semble représentatif des déclinaisons possibles du profil de fiction, nous avons élaboré avec Sébastien une grille de lecture pour cerner ce qui nous paraît important à observer. Donc le réseau social investi par l'auteur, les fonctionnalités utilisées, le niveau d'interaction avec d'autres, la réflexivité par rapport au dispositif industriel et le genre de récit proposé par le profil. Alors, on a commencé ensuite à catégoriser les profils, mais je rappelle que l'entrée d'un profil dans une catégorie est conditionnée par nos filtres interprétatifs, tout autant que par les caractéristiques multimodales de la matière observable sur la plateforme.
c'est peut-être un peu abstrait tout ça, c'est pour ça que je vais maintenant passer à un premier exemple que vous connaissez peut-être. Peut-être vous êtes même vous-même amis avec ce profil, je ne sais pas. C'est Rachel Charlus. Alors j'ai croisé pour la première fois les posts du profil Rachel Charlus sur Facebook en 2014. Et son nom à cette époque m'était déjà familier. Pourquoi? D'une part, parce que mes savoirs culturels m'ont amené à identifier immédiatement la référence intertextuelle à l'œuvre proustienne. Et d'autre part, parce que je suis chercheuse en littérature numérique et que j'ai consacré plusieurs travaux à Jean-Pierre Balp, auteur pionnier de littérature numérique en France. Et j'ai immédiatement pensé à Jean-Pierre Balp en faisant connaissance avec Rachel Charlus. Alors je rappelle que Jean-Pierre Balp s'est fait connaître en France pour ses générateurs automatiques de textes littéraires. Et il les inscrit explicitement dans la filiation des avant-gardes littéraires du XXe siècle. Alors, en appui sur mes savoirs culturels concernant la démarche de Jean-Pierre Balp, j'ai lu les posts quotidiens de Rachel Charlus, et ça depuis maintenant une dizaine d'années. Donc, les posts quotidiens de Rachel Charlus, d'abord comme une nouvelle matérialisation de la lutte menée depuis toujours par l'auteur contre, je le cite, l'idéologie du littéraire, du génie et de l'inspiration. Alors, par conséquent, Rachel Charlus ne m'est jamais apparue comme une illusion de personne. Je ne l'ai jamais pris pour une identité civile, mais je l'ai tout de suite interprétée comme ce que je rappelle un persona littéraire. Donc une sorte d'entreprise de démystification incarnée du personnage de roman traditionnel. Alors, le terme persona, je ne l'ai pas inventé. La création de persona est en fait une méthode de recherche développée par Alan Cooper pour tester les limites et les fonctionnalités d'un logiciel par l'incarnation des besoins, des pratiques et des motivations d'utilisateurs dans des profils fictionnels. Donc c'est une démarche informatique d'abord. Et les expérimentations de Rachel Charlus avec les limites du dispositif Facebook résonne avec cette démarche. Pourquoi? Parce que Rachel Charlus publie, par exemple, très fréquemment des représentations de nus dans des poses plus ou moins explicites, comme vous le voyez ici. Et son but semble être de sonder les visions du monde qui se trouvent encodées dans les processus de censure de la nudité par la plateforme et de pousser d'une certaine manière de tester jusqu'où la nudité peut aller pour être censurée. Alors, l'enquête sur Rachel Charlus m'a par ailleurs permis de découvrir que celle-ci a été construite par l'auteur d'abord dans le cadre d'un autre projet littéraire qui s'intitule La disparition du général Proust. Il s'agit là d'un vaste réseau de blogs signés par une pléthore d'identités différentes, toutes fictionnelles. Alors Rachel s'y présente comme, je cite, une web artiste qui se réclame d'une, je cite encore, tradition qui consiste à faire comme s'il y avait égalité entre des vies virtuelles, réelles, imaginaires, et des vies matérielles inscrites dans ce qu'il est convenu d'appeler la vraie vie. Alors Jean-Pierre Balp lui-même réclame pour Rachel un statut d'hétéronyme, un statut qui, dans la tradition de Fernando Pessoa, consiste à doter un personnage d'auteur virtuel d'une personnalité, d'une biographie et d'un style. Alors, d'après la fiche d'identité de Rachel, elle réside dans un manoir en Bretagne et elle raconte fréquemment sa vie privilégiée de châtelaine. Et par ailleurs, elle se réfère assez fréquemment aussi à des événements d'actualité, la fête du travail, les gilets jaunes, les élections. Et l'auteur, Jean-Pierre Balp, expérimente ainsi ce que l'hétéronymie provoque, je le cite, dans l'espace mouvant, en grande partie non maîtrisable, de la production virtuelle sur Facebook. Alors Rachel Charlus entretient une relation privilégiée avec son auteur, dont elle est parfois la seule lectrice. Et leurs dialogues en disent long sur la solitude de l'auteur
et sans doute aussi de la lectrice que je suis ou que j'ai été ces dernières années, notamment lors du confinement. Mais elle me fait également interpréter ce profil comme un avatar, au sens mystique du terme. Jean-Pierre Belk m'a demandé lors d'une entrevue, n'avez-vous pas remarqué que Facebook est peuplé d'autant de morts que de vivants? Et il m'a expliqué qu'il souhaite parasiter les dispositifs comme Facebook, car leur force de frappe économique procure, selon lui, aux traces d'existence une forme d'éternité. Et je dois ici mentionner le fait que Jean-Pierre Belk a commencé à investir massivement Facebook après la mort de sa femme Claudette, et que le mari de Rachel Charlus ne s'appelle sans doute pas Pierre pour rien. Alors, je passe à un deuxième exemple, le général Instinct. Profil de fiction historique aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Alors, mes savoirs actuels à propos de ce général Instinct se nourrissent de la lecture de la chronique qui lui a été dédiée sur le site revue.net, ainsi que de l'anthologie Général Instinct, qui a été publiée en format papier en 2015. Et c'est là que deux émanations d'un très vaste projet de recherche et création mené par un collectif d'auteurs pléthorique. Au moins une trentaine d'auteurs ont été impliqués dans ce projet. Alors, certaines créations autour d'Instinct s'appuient sur un travail d'archives qui visait à ramener à la mémoire un humain historique mais oublié, le général Adolphe Instinct, enterré au cimetière du Montparnasse. Alors, le profil Facebook Général Instinct est dans ce sens présenté par ses auteurs et autrices d'abord comme un spectre collectif qu'il s'agirait de raviver par l'écrit multimodal. Des convictions anticapitalistes s'agrègent à ces filiations et font que d'autres auteurs du collectif qualifient ce profil de commando artistique. Alors, à cause de l'esthétique et du ton guerrier de certains profils, de certains posts, j'ai moi-même interprété les publications du général sur Facebook d'abord comme les publications d'un cybermilitant qui investirait l'espace public numérique tout en protégeant son identité civile par un nom d'emprunt. Cependant, je ne peux m'empêcher de percevoir dans ces posts ainsi que dans l'énonciation éditoriale le design du général Instinct, aussi une pointe d'ironie, une perception qui s'ancre dans mes habitudes de pensée face au mouvement anticapitaliste. Parce que je dois bien avouer que si mon soutien de principe leur est acquis, il me manque parfois le fait de croire aux méta-récits. Et se rajoute à ça ma méfiance viscérale envers les slogans, les bannières et autres tentatives de me faire marcher au pas, qui est sans doute ancrée aussi dans mon identité d'Allemande. Voilà. Donc, les posts du général concernant par exemple la pandémie Covid-19 me paraissent ainsi assez facétieux. Mais je le répète, il s'agit ici d'une lecture orientée par mes habitudes de pensée. Alors pour Gwenaëlle Boutouillet et Patrick Châtelier, qui ont été les instigateurs de ce projet, Général Instinct réunit, je les cite, des pirates informatiques, des guérillos urbains et des farceurs subversifs sous sa bannière. Mais à ma connaissance, le commando artistique s'est contenté d'appels à la subversion. Et lorsque le Général Instinct s'écrit dans un post du 29 septembre 2017, « Libérez-moi », le lecteur peut certes manifester sa sympathie en likant le post, par exemple, mais le profil de fiction et ses lecteurs restent désespérément solidaires du dispositif technique qui leur donne existence et qui les tient par là même prisonniers. Je mobiliserai ici la notion de vaccine de Roland Barthes, dans le sens que ce genre de dispositif critique le dispositif de l'intérieur, tout en étant
profondément solidaire avec le dispositif technique ici marchand qui les tient prisonniers. Alors, maintenant, vous vous en doutez peut-être déjà, j'ai eu à un moment donné moi-même envie de créer des profils de fiction. Par exemple, celui-ci, Anna-Maria Wegekreuz. Et pourquoi je les ai créés, enfin, pourquoi j'ai créé ces profils de fiction? Pour expérimenter moi-même le potentiel littéraire et heuristique du genre. Alors, très vite, j'ai eu aussi envie d'engager le profil dans la coécriture de récits polyphoniques sur la plateforme. Pour chacun de ces projets, j'ai d'abord lancé un post d'amorce et au hasard des rencontres sur la plateforme, d'autres profils se sont agrégés autour et l'ont tissé plus loin. Nouvelle de la colonie, un roman campus dystopique, est le projet le plus abouti. Il a réuni 5 profils animés par des auteurs qui ont dévoilé leur identité seulement au fur et à mesure, et pour certains toujours pas. Donc ces auteurs sont Sébastien Appiotti, Françoise Cain, Françoise Chambefort, ici présente, et un certain Brice 40 que personne d'entre nous n'a jamais rencontré en vrai. Alors pour moi, il s'agissait dans ce projet de formuler à la fois une critique de la plateforme au sein de la plateforme, en sondant et révélant les limites qu'elle impose à la création littéraire, et d'effectuer ce geste de sondage des limites en imaginant un monde limite. Un monde où toutes les activités sociales se déroulent sur une plateforme unique et où toute vie en dehors du métavers est devenue impossible. Alors je résume très brièvement la storyline de ce projet. Elle est racontée par les profils post par post. Alors la storyline, c'est la suivante. À l'issue de 3 pandémies dévastatrices, quelques centaines d'humains répondent à l'appel d'un scientifique pour participer à une expérimentation de vie entièrement dématérialisée. Toutes les relations intimes, amicales et professionnelles se déroulent désormais sur une plateforme de simulation, alors que les corps des participants sont installés sur des fauteuils massants qui prennent en charge le maintien de leur fonction vitale. Même s'ils n'ont pas le droit de se lever, les participants ne s'ennuient pas, car le scientifique gouverneur de la colonie les engage dès leur plus jeune âge dans des jeux de rôle hautement concurrentiels. Alors là, c'est un régime de désynchronisation ultime. Alors notre récit recueille les témoignages de profils enrôlés dans la tour numéro 5, une université, à l'ère de la plateforme unique. Ce que nous avons finalement tous vécu lors de la pandémie, lorsque l'université est devenue entièrement dématérialisée, on l'a anticipé dans ce récit que nous avons construit ensemble sur Facebook. Alors que Sébastien et moi avons injecté dans la fiction un vécu personnel puisé dans notre lieu de travail commun, c'est-à-dire l'Université Paris 8, Françoise Cain, Françoise Chambefort et Brice 40 se sont projetés dans l'univers de la colonie en s'appuyant sur leurs propres interprétants. Alors, dans Nouvelles de la colonie, Anna-Maria Wegekreuz agit d'abord comme un symbiote, c'est-à-dire un hybride syncrétique entre un vécu dystopique fictionnel et mon propre vécu d'universitaire qui vit dans sa chair la plateformisation galopante de mon activité professionnelle. C'est-à-dire que Anna-Maria passe exactement comme moi une partie considérable de son temps à remplir des formulaires d'évaluation, d'auto-évaluation, de demandes de subventions. Bref, elle vit la désynchronisation dont on a discuté tout à l'heure dans sa chair au quotidien. Et elle consent ainsi à participer à une mise en compétition de plus en plus accrue de ses collègues, non pas par conviction, mais par fatalisme, par inertie, par fatigue numérique. Depuis une quinzaine d'années, je crois qu'on le vit tous, le ton technocratique froid des consignes, parfois absurdes, que nous recevons d'en haut, mais qui a déjà si bien été anticipé par Franz Kafka dans Le Château, s'agrémente d'une couche de vocabulaire néo-managérial. Et ce double régime ironique, absurde, couplé à une paranoïa systémique nourrie par la correspondance à distance, peut engendrer des réactions d'une grande violence que j'ai expérimenté moi-même à l'université et que j'ai voulu transposer en mon personnage pour les mettre à distance et parfois pour en rire, heureusement. Alors, en dehors de sa fonction de symbiote, je me suis appuyée sur Anna-Maria Wegekreuz comme un persona
pour sonder le fonctionnement algorithmique de Facebook, donc comme un dispositif de recherche. À titre d'exemple, le persona m'a permis de mesurer l'écart important entre les contours du profil déclaré par moi en tant qu'auteur et le profil d'ombre calculé par le dispositif de la plateforme. Alors, pour comprendre ce que je veux dire là, il faut préciser que les caractéristiques automatiquement calculées par Facebook pour catégoriser un profil à des fins publicitaires, eh bien, on peut les consulter librement. Il suffit de connaître l'adresse, vous l'avez ici. Alors, ces catégories sont parfois surprenantes. Et ainsi, j'ai constaté, avec surprise, il y a quelques mois, que l'une des catégories publicitaires attribuées à mon profil de fiction Anna-Marie Wegekreuth était le mot-clé crâne. Alors, j'ai ensuite observé les publicités sur le fil d'actualité d'Anna-Marie Wegekreuth et en effet, plusieurs proposaient des objets décoratifs ou des bijoux en forme de crâne. Or, ce qui m'a surpris, c'est que Anna n'a aucun goût pour les crânes. Elle n'en parle jamais, strictement jamais. Elle n'utilise jamais ce terme. Moi, son auteur, par contre, je dois avouer que je collectionne les vanités. Alors, inconsciemment, j'ai sans doute dû m'arrêter plusieurs fois dessus en déroulant le fil d'actualité de mon profil de fiction. Vous voyez ? Et en appui sur d'autres exemples, j'ai ainsi compris, grâce à Anna, que Facebook ne prend pas tellement en compte ce qu'un profil écrit, en fait, mais accorde beaucoup plus d'importance à ses gestes de navigation pour le profiler. Et il s'agit là de l'une des spécificités technosémiotiques importantes du profil déterminé par sa structure algorithmique. Autre exemple, Anna-Marie Wegekreuth vit dans un univers d'enfermement total, vous l'avez bien compris. Or, sur son fil d'actualité, elle reçoit régulièrement des publicités de Booking. Ce n'est évidemment pas envisageable pour le personnage de fiction, mais très envisageable pour moi, hein, voilà, qui utilise assez régulièrement Booking, je dois bien l'avouer. Alors, une fois que l'auteur connaît ces spécificités, il peut la mettre à profit de son projet littéraire. Et c'est ce que j'essaye de faire actuellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il faut du coup vraiment, 5 minutes c'est parfait, agir, y compris gestuellement, comme mon profil de fiction. Et il ne faut pas que je me plante. Donc il faut que je me projette en permanence en regardant y compris les pubs que Facebook ou maintenant Twitter, parce que je suis sur Twitter aussi, me propose, eh bien, avec l'esprit d'Anna et pas avec l'esprit d'Alexandra. Il faut aussi que je surveille de près mon historique de navigation, les cookies, etc. Tout ça est pris en compte. Donc, il vaut mieux utiliser, du coup, pour mon profil de fiction, un ordinateur à part. C'est ce que je fais maintenant. Voilà. Bon. En tout cas, vous voyez que pour la chercheuse en communication que je suis, cette découverte des contours du profil d'ombre et de ses spécificités précises était aussi d'un grand intérêt en termes de recherche. Hein. Et plus on a des profils, et plus on peut faire ce genre d'expérimentation, et d'observation, plus on a des idées sur comment la plateforme profile. Hein, et ça, sans connaître les structures algorithmiques précises. Mais on peut, du coup, c'est comme une sorte de processus d'ingénierie inversée, en fait. Alors, pour finir, je rajoute que la remédiatisation pour le papier fait partie de notre méthodologie de recherche et création, et qu'un premier résultat vient de paraître aux éditions Publinet. Alors, on a intitulé ça le logbook de la colonie. En réalité, ça va paraître le 15 juin, mais voilà, je peux le faire circuler. Même si cela peut vous paraître paradoxal de faire ça,
Cette remédiatisation de nos récits profils pour un autre support a en fait nourri en profondeur nos réflexions sur ce qui fait la spécificité du genre. Notamment le fait que la plateforme est non seulement un support, mais un véritable co-auteur du récit. Un co-auteur qui est à moitié tapis dans l'ombre, mais dont les actions ont des répercussions profondes sur l'œuvre. Ainsi, en extrayant les posts pour la publication papier, il fallait trouver des moyens pour rendre autrement sensible ce rôle auctorial de la plateforme. Notamment à la demande de l'éditeur, il nous a dit on ne peut pas publier les posts tels quels. Enfin, il manque quelque chose. Il nous a dit c'est pas la même sensation, c'est pas la même expérience. Alors, on a dû inventer des subterfuges, vous voyez, pour transposer ça sur le papier. Mais il y a autre chose. Et c'est vraiment la première conférence de Bruno qui m'a fait penser à ça. C'est que quelque part, pour nous, c'est aussi un geste de resynchronisation. Parce qu'en fait, la plateforme, en réalité, des plateformes comme Facebook et Twitter ne sont pas faites pour le récit à cause de leur structure antéchronologique, leur structure en forme de bulle de filtre, de fil d'actualité individualisé. Et en fait, quelque part, il nous a été bénéfique, à un moment donné, d'arrêter le flux. Et c'est exactement ce que nous avons fait aussi avec cet ouvrage papier. Vous voyez ? C'est... Voilà. Mais on peut en discuter tout à l'heure. J'arrive à ma conclusion. Alors, dans un essai paru en 2020, Fred Turner établit un lien étroit entre art et réseaux sociaux numériques. Et il prend comme exemple Facebook, qui fait appel à des artistes pour décorer ses bureaux dans le monde, tout en évacuant la portée critique de leur création. Et Fred Turner montre donc comment l'entreprise affirme ses prétentions à, je cite, réinterpréter le travail technologique comme un mode de créativité artistique. Mais dans notre recherche, on a fait le choix de prendre à revers ce postulat, en considérant que la création littéraire peut être un moyen d'interpréter les réseaux sociaux numériques et les valeurs du monde encapsulées dedans. Et pour ce faire, nous sommes partis d'un genre littéraire en émergence, le profil de fiction. Ce dernier, par ses figurations et ses contre-figurations de l'identité numérique qu'il propose, interroge à notre avis fondamentalement la construction et la mise en scène du réel sur les réseaux sociaux numériques. Et pourtant, il faut admettre que cette dimension heuristique nous rassure aussi, en tant qu'auteur de profil de fiction, sur la validité scientifique et littéraire de notre démarche, qui se déroule, je le répète, inexorablement chez quelqu'un, donc chez la plateforme, avec ses enjeux idéologiques, marchands et politiques encodés dedans. Alors notre recherche vise à ne pas seulement analyser les contours matériels d'un genre littéraire en émergence, mais de sonder les filtres interprétatifs qui agissent chez nous, auteurs ou lecteurs, au-delà des traces matérielles rassemblées. Et l'état des lieux que je viens de présenter ici très rapidement montre un rapport aux réseaux sociaux numériques que nous percevons comme ambivalent, comme louvoyant, entre adhésion consensuelle et remise en question critique. Alors que nous ayons nous-mêmes écrit pendant 8 mois intenses un récit collaboratif critique de la plateforme, porté par des profils de fiction sur la plateforme Facebook, est un paradoxe qu'on assume, dans le passage par nos symbiotes, nous a permis de pointer des processus qui dominent nos vies en fait. Étant l'expérimentation avec des personas nous a fait comprendre de l'intérieur les relents idéologiques de ce réseau social. Alors on a envie maintenant de faire évoluer ce projet, donc toutes les envies peut-être de nous rejoindre sont bienvenues. En tout cas, on a envie de le faire évoluer vers un projet de recherche franco-canadien consacré au profil de fiction, oui, comme une sorte d'objet de recherche interdisciplinaire entre littérature, art et sciences de l'information et de la communication. Voilà, je finis là-dessus.
avez envie de jeter un coup d'œil. On va le faire circuler. Merci Alexandra, merci.